Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule Le monde du hockey / NHL News. Je suis en compagnie de Zach aujourd'hui. Comment vas-tu, Zach? Écoute, je vais très bien, et toi? Ah, ça va super bien. Tu te portes bien à part de ça? Ouais, vraiment bien. Écoute, je peux pas être plus top shape que ça. C'est bon, ça. Donc, aujourd'hui, on vous a réservé une capsule portant sur 3 surprises de la dernière saison et 3 déceptions de la dernière saison dans la Ligue nationale de hockey. Zach, j'aimerais entendre tes 3 déceptions de la dernière saison. Écoute, moi, mes trois déceptions que je vais parler, c'est en fait des déceptions qu'on n'a pas vraiment parlé dans d'autres capsules. C'est-à-dire pas Piquet Subban ou Bufflin. On sait que Piquet Subban a eu une mauvaise saison. Puis on sait que Bufflin, lui, il a été décevant voyons, en ne jouant pas cette année pour les Jets. Mais moi, j'irai avec Phil Kessel, Jack Hughes et Alex Galchenyuk. Et je vais vous dire pourquoi au courant de cette capsule. Et toi, tu vas nous parler des trois surprises. J'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, effectivement, je vais vous parler tout à l'heure de Brian Rust, de Andrei Burakovsky et de Kevin Fiala. Zach, tu peux prendre la parole pour nous parler de tes 3 déceptions de cette saison. Commence donc avec Phil Kessel. OK. Bon, Phil Kessel, écoute, il a été choisi cinquième au total en 2006. C'est quand même très haut, on va s'entendre. Il touche 6,8 millions par année, ce qui est quand même un gros contrat, parmi l'un des plus gros de la ligue, mais c'est pas le plus gros non plus. C'est quand même lucratif, mais bon. Euh, il a fait 38 points en 70 matchs. C'est vraiment pas beaucoup pour un joueur comme lui. Il a eu une fiche de moins 21. Euh, il a seulement marqué 14 buts. Puis il a jamais. Voyons. Ça fait depuis 2007-2008 qu'il n'a pas marqué en haut de. Voyons. Qu'il n'a pas marqué en bas de 20 buts dans une saison. Puis en 2007-2008, c'était sa deuxième saison dans la ligue. Fait que vraiment, voyons, c'est vraiment une très grosse baisse de régime pour Phil Kessel. Euh, Aussi, Phil Kessel, juste dans les 2 dernières saisons, on voit que en 2017-2018, avec les Penguins, il a fait 92 points, donc 34 buts. Puis la saison dernière, il a fait 82 points, dont 27 buts. Pour moi, l'explication qui fait en sorte que Phil Kessel n'est plus le même joueur, peut-être, c'est qu'il est maintenant rendu avec les Coyotes de l'Arizona, qui est une équipe beaucoup moins développée que celle des Penguins de Pittsburgh, où on voit des Crosby et Malkin qui auraient pu aider Phil Kessel à encore produire. Mais moi, je pense que c'est pour ça que Phil Kessel a eu une baisse de régime. J'espère que pour lui que ça va être un peu mieux l'année prochaine. Écoute, ça va être un des vétérans dans les Coyotes de Phoenix qui va aider des jeunes. Donc, j'espère pour lui qu'il va s'améliorer. Moi, j'aimerais t'entendre sur Brian Ross. Pourquoi c'est une surprise pour toi? Ben, tout d'abord, j'aimerais corriger sur un point, par exemple, Zach, tu as dit Coyote de Phoenix, j'ai rendu Coyote de l'Arizona, mais c'est pas grave. Ah, ouais, 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 ouais. Pas grave du tout. Mais j'aimerais, juste avant d'y aller avec Brian Rush, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Taylor Hall en Arizona fait que Phil Kessel a une baisse de régime au courant de la saison? Tu penses que c'est juste par le manque de profondeur et de bons piliers offensifs tels que Phil Kessel avait au début, avait avec les Penguins de Pittsburgh? Moi, je crois que c'est un manque En fait, Phil Kessel et Taylor Hall, je trouve qu'ils vont pas très bien ensemble. On parle de deux joueurs quand ils sont sur la glace, ils ont des fiches négatives. Je prends par exemple Phil Kessel qui, en très gros, là, dans toute sa carrière, a une fiche de moins 107. Donc, il se fait beaucoup plus scorer à chaque saison que lui, il score, qui est là sur la glace pendant voyons, que son équipe score. Donc, puis c'est la même chose pour Taylor Hall. Fait que pour moi, c'est deux joueurs qui sont excellents, qui sont très bons offensivement, mais qui sont pas capables de jouer défensivement. Écoute, s'ils auraient un joueur comme Patrice Bergeron, mais écoute, ils l'auront pas, là. Mais un joueur comme Patrice Bergeron, comme centre à Phoenix, avec ces deux joueurs-là, là, je pense que Phil Kessel serait capable de. Phil Kessel et Taylor Hall seraient capables de produire offensivement, tout en étant pas une nuisance pour l'équipe, puisqu'il y aurait un troisième joueur qui serait capable de backer en arrière. Fait que, moi, je pense que Taylor Hall, c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée de l'avoir amené avec Phil Kessel. Je trouve que c'est deux joueurs qui se ressemblent, mais c'est deux joueurs que tu n'aimerais pas avoir dans ton équipe. Parce qu'ils nuisent un peu à ton équipe, même s'ils font beaucoup de points. Donc, non, je trouve que c'est vraiment. C'est pas une bonne idée là, d'avoir jumelé ces deux-là en Arizona. C'est bon, merci beaucoup.
Donc, je vais enchaîner avec Brian Ross, comme tu me l'as demandé. Brian Ross a été repêché 80e au total en troisième ronde par les Penguins de Pittsburgh. Il est âgé de 28 ans. Cette saison, il a totalisé 56 points en 55 matchs, donc plus qu'un point par match, a terminé avec plus 14. C'est sa meilleure saison en carrière. Auparavant, sa meilleure saison avait été de 38 points en 69 parties. Cette saison, pourquoi il a une si bonne saison? C'est vraiment grâce aux blessures des Pingouins. Il a profité beaucoup du fait des gros joueurs de centre. Il est un joueur de troisième trio qui a profité vraiment des blessures de Genzo, la mauvaise saison de Galchenyuk. Ça l'a fait vraiment monter sur le premier, deuxième trio. Il a pu profiter de Sidney Crosby et Evgeny Malkin. Mais sinon, Brian Ross est un petit attaquant. N'a pas froid aux yeux. S'en va devant le but. A toujours été un fin marqueur, toujours un joueur de 20-25 buts par saison. Mais vraiment, cette saison, il a vraiment explosé. Et la raison, c'est vraiment que Sidney Crosby et Evgeny Malkin l'ont vraiment aidé au courant de sa carrière. Cependant, Brian Ross a 28 ans. Ça veut dire qu'il approche la trentaine. Il commence à être plutôt vieux. Les Pingouins pourraient peut-être penser à l'échanger. Est-ce qu'il me pense que j'ai été une surprise cette saison? C'est que Brian Ross, là, sa meilleure saison, ça avait été 38 points en 70 parties, comme je l'ai dit plus tôt. Et ça, là, c'est une augmentation de 18 points. 18 points et en 14 matchs de moins. Donc, Brian Ross, en plus, il a terminé à plus 14, un positif de 14, oui. Et c'est pour cela que je trouve que Brian Ross est une surprise. Oui, on aurait pu parler de Draisaitl avec ses 120 points qui a posé une surprise, car on s'attendait à ce que ce soit plus McDavid qui fasse les 120 points. Oui, on aurait pu parler de la super bonne saison de Ovechkin, Matthews, Pastrnak. On veut vraiment cibler dans cette capsule, pour ceux qui nous écoutent, les joueurs que, quand tu regardais au début de l'année l'alignement des équipes, ces joueurs-là, tu ne les voyais pas nécessairement faire une si bonne saison ou connaître une saison si désastreuse telle ils l'ont connue. Zach, j'aimerais t'entendre maintenant sur vas-y donc avec Jack Hughes. OK. Jack Hughes, un nom qu'on connaît de plus en plus, le premier choix au total du dernier repêchage de l'encan 2019. Écoute, son salaire, c'est 925 000 par année, c'est normal, c'est une recrue. Un petit contrat de 3 ans. Écoute, Jack Hughes a fait 21 points en 61 matchs avec les Devils, puis une fiche de moins 26 avec seulement 7 buts. On le sait que c'est une recrue, on le sait qu'il est jeune, on lui donne une marge de manœuvre évidemment, mais juste pour vous donner une petite idée, on avait beaucoup d'espérance envers lui dû au fait que c'était le premier choix au repêchage. Écoute, on le sait, on a eu des Matthews, des McDavid. Écoute, dans les dernières années, les premiers choix sont maintenant rendus à faire des 100 points par saison. OK? Mais, juste pour vous donner une idée, la saison recrue de Rasmus Dahlin, un défenseur, il a fait 44 points. Ensuite, Isher a fait 52, Matthews a fait 69, et ainsi de suite. Même Neil Yakupov a fait une meilleure saison que lui à son année recrue avec 31 points. Puis on sait qu'Yakupov il est rendu dans la KHL, puis il est vraiment plus dominant. Là. Non, il ne reviendra pas dans la Ligue nationale. Oui, exactement. Il faut remonter en 1999. Un certain Patrick Stéphane, pas grand monde le connaît. Il a été repêché premier au total et il a fait une saison de 25 points en 72 matchs, qui est à peu près la même affaire que Hughes. Puis c'est, la pire saison d'un choix de première ronde à son année recrue depuis Hughes. Donc, depuis Patrick Stéphane, dans le fond. Donc, moi, je trouve que Hughes doit s'améliorer, évidemment. Pour moi, l'explication qui est derrière tout ça, c'est tout simplement l'organisation des Devils qui ne va nulle part. Écoute, on espérait peut-être que Jack Hughes aide les Devils à aller peut-être quelque part, peut-être en série ou quelque chose comme ça. On a bien vu que ça n'a pas marché. On va voir dans les années à venir s'il devient un peu plus dominant ou s'il finit comme un certain Neil Yakupov. Puis, écoute, j'ai bien hâte de voir ce qu'il est capable de faire dans les prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est que cette année, c'était une année désastreuse pour lui. J'aimerais t'entendre sur... Hein? Oui, effectivement, mais Jack Hughes, c'est une saison difficile. Mais je vais te relancer encore. Encore un Taylor Hall. Si Taylor Hall avait passé la saison complète au New Jersey, penses-tu que Jack Hughes aurait pu augmenter sa récolte ou c'est vraiment un manque
du côté de Hughes, où c'est un manque de coéquipier, un manque d'entraîneur? Tu penses que c'est un manque de quoi vraiment causé par les déboires cette saison chez Jack Hughes? Moi, je pense que c'est tout simplement un manque de maturité. Écoute, il est encore jeune. Moi, je pense qu'il faut juste qu'il prenne un peu de maturité. Écoute, il y a des bons joueurs qui s'en viennent, qui sont déjà là, mais qui vont évoluer. On parle de Nico Hischier, on parle de Jasper Bratt. Même si Taylor Hall n'est pas là, je pense que les Devils ont quand même une excellente attaque qui vont venir dans les années à venir, qui vont être une excellente offensive. Fait que je pense que Hughes, il va évoluer avec cette offensive-là, puis qu'il va vraiment développer. Mais cette année, ça a été, voyons, branle-bas de combat, si je peux dire, avec les Devils, où il y a eu un changement d'entraîneur en début de saison. Écoute, quelques échanges. Donc, pour moi, Hughes, ça va être dans les années à venir où ce qui va se développer, mais là, une année très difficile pour lui. J'aimerais t'entendre sur un certain André Burakovsky. Oui, André Burakovsky, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a été repêché en première ronde, 23e au total par les Capitals de Washington. Il est âgé de 25 ans. Il y a 2 saisons, il s'est fait échanger des Capitals de Washington à l'Avalanche du Colorado en retour de Scott Kosmachuk, un joueur qu'on ne connaît pas beaucoup, un joueur de Ligue mineure, un choix de deuxième et de troisième ronde en retour d'André Burakovsky. Pour certains, c'est un échange à allure égale. André Burakovsky, à sa première saison avec l'Avalanche, a été très décevant avec une récolte d'environ 30 points. Par la suite, cette saison, un petit peu la même chose que Brian Ross. Il a profité des blessures pour se faufiler et totaliser 45 points en 58 parties, sa meilleure campagne en carrière. Burakovsky a vraiment profité de la blessure de Mikko Rantanen. Il n'a joué seulement que 42 matchs cette saison, Rantanen, 54 pour Landeskog. McKinnon a peut-être, si je me trompe, McKinnon a été blessé quelques matchs cette saison. Makar a été blessé cette saison. Je sais que Burakovsky n'est pas un défenseur, ça laisse quand même plus de temps de jeu à Burakovsky sur un avantage numérique, quelque chose comme ça. Mais Burakovsky a vraiment éclos cette saison. Cependant, on sait que 25-26 ans, c'est vraiment là tes saisons où est-ce que tu es vraiment à ton apogée, à ton meilleur de ta carrière. Est-ce que, Zach, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu penses que Burakovsky pourrait répéter ses exploits l'an dernier ou c'était uniquement une bonne saison et l'an prochain, il retournera à sa production habituelle? Pour moi, je pense qu'il serait capable. Je pense qu'il serait capable encore même jusqu'à 28 ans, 30 ans. Parce que on le sait, l'âge de déclin, c'est dans les environs de début trentaine. On sait vers 33 ans, 32 ans. Fait que moi, je pense qu'il va être quand même capable de répéter ça. Peut-être qu'il ne sera pas capable, mais reste que c'était une excellente saison puis qu'il va s'en rappeler toute sa vie. Puis j'espère en fait pour lui qu'il va tout simplement encore produire de plus en plus, peut-être avoir une meilleure saison, qui sait, puis j'espère vraiment pour lui que ça va marcher. Donc, moi, je pense que oui, il serait capable, aisément même. C'est bon. Puis je vais même continuer avec mon dernier joueur décevant. On parle d'ici d'Alex Galchenyuk. Écoute, on le connaît à Montréal. Il a été repêché troisième au total par les Canadiens en 2012. Cette année, 24 points en 59 matchs. Il y a eu. C'est sa pire saison en fait en carrière, tout simplement. Puis il y a eu un échange là-dedans. Donc, il a passé des Pingouins au Wild du Minnesota. Donc, il a fait deux équipes. Au total, il y a eu moins 5. Donc, il s'est fait, ouais, fiche de moins 5. Seulement 8 buts. Avec le Wild, en fin de saison, il a fait 7 points en 14 matchs, qui est quand même une moyenne de 0,5 points par match. Normalement, c'est une saison de 40 points, c'est quand même pas si pire. Mais avec les Pingouins, par contre, 17 points en 45 matchs, ça n'a vraiment pas marché. Pourtant, quand moi, en tout cas, j'ai vu aller vers les Pingouins, je pensais qu'il allait peut-être jouer avec Crosby, Malkin, puis tout le kit. Puis je pensais qu'il allait devenir un peu comme Brian Rust ou Phil Kessel dans les dernières années. Donc, il allait produire avec ces joueurs-là. Mais pas du tout. Écoute, fiche de moins 7 avec les Pingouins, ça n'a vraiment pas marché. Mais c'est quand il est rendu avec le Wild que là, ça a un peu plus marché. Fait que j'ai bien hâte de voir Galchenyuk l'année prochaine avec le Wild, peut-être une saison complète s'il n'est pas échangé encore une fois. Mais avec le Wild, on dirait que Bruce Boudreau sait comment le manier avec ses trios. Donc, c'est ça. Puis moi, je pense que l'explication derrière ce joueur-là, c'est le changement d'adresse. Là. Écoute, quatrième changement d'adresse en 3 ans, c'est sûr que ça fait pas du bien au moral.
C'est sûr qu'on le sait que Galchenyuk, ça a été un joueur décevant. Écoute, un troisième choix au total, c'est sûr que tu t'attends à un joueur élite. Il n'est pas du tout élite en ce moment, mais je pense que peut-être un jour il va le devenir, mais on est en train de perdre espoir pour ce joueur-là. Mais écoute, j'aimerais t'entendre, toi. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que Galchenyuk va devenir un joueur élite ou il va rester à un joueur de 50 points par saison et comme là, seulement 24 points? Ben, cet été, on sait avec Galchenyuk n'a plus de contrat. Il est UFA. Donc, ça pourrait être un nouvel élan pour sa carrière. Cependant, je me pose la question suivante. Est-ce qu'une équipe serait prête à débourser 4-5 millions de dollars pour un joueur comme ça, 4-5 années pour un joueur comme ça? Moi, je ne suis pas certain. Moi, je pense que Alex Galchenyuk, je crois, selon moi, que sa carrière dans la Ligue nationale tire à la fin. S'il ne re-signe pas avec le Wild, selon moi, il pourrait bien aller dans la KHL, terminer, faire un petit peu comme Neil Yakupov, terminer faire sa carrière dans la KHL. Je pense qu'Alex Galchenyuk n'a pas trouvé sa niche à Montréal. Il a été échangé pour Max Domi, on s'en souvient. Ça a été vraiment, si je peux me permettre, un coup de génie de Marc Bergevin. Ensuite, échangé dans la transaction de Phil Kessel en Arizona. Il a été échangé à Pittsburgh. Ensuite, il a été échangé du Wild au Wild en retour de Jason Zucker. Et comme on a vu aux nouvelles, autour d'Alex Galchenyuk, on a mis un choix de première ronde et un des meilleurs espoirs à la défense en Carlin Addison. C'était vraiment, comme j'ai lu beaucoup, mettre du sang-bon autour de la poubelle. Oui, selon moi, Alex Galchenyuk, vraiment, s'il ne re-signe pas avec le Minnesota, pour moi, sa carrière va être beaucoup compromise. Je pense qu'Alex Galchenyuk a eu sa chance de faire ses preuves, ne l'a pas saisi. Maintenant, je pense qu'Alex Galchenyuk est chose du passé pour les 31 équipes de la Ligue nationale. Mais une chose encore, Alex Galchenyuk pourrait peut-être aller à Seattle. Une chose, ça pourrait peut-être être une option pour lui. Peut-être que Seattle pourrait lui donner une chance. On sait William Karlsson, exemple avec Columbus, ce n'était pas établi comme un grand joueur de la Ligue nationale. Finalement, c'est établi comme l'un des meilleurs centres de la Ligue nationale, dans les 20 meilleurs centres de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'Alex Galchenyuk, pour moi, sa carrière tire à la fin. Moi, je tiens juste à dire que je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, je pense que, écoute, en ce moment, il touche un salaire de 4,9 millions. C'est quand même beaucoup pour un joueur comme ça, mais je pense qu'il va devoir baisser son prix, mais je pense qu'il y a encore le calibre de la NHL. Écoute, juste dans les dernières années, il faisait quand même 50 points par match. Puis quand un joueur de 50 points par match, ça peut changer une équipe. Ça peut, écoute, normalement, c'est quand tu fais 50 points, tu fais quand même partie de ton top 10 des meilleurs pointeurs, puis ça peut quand même donner un élan à ton équipe. Donc, puis donner aussi de la profondeur. Je pense que Galchenyuk serait peut-être plus un joueur de profondeur dans la NHL. Mais de là à ce qu'il a joué dans la KHL, je pense qu'il n'est pas rendu là. Écoute, il est encore jeune. Moi, je pense que Galchenyuk mériterait encore de jouer dans la NHL. Puis pour finir, un certain joueur qui s'appelle Kevin Fiala, peut-être que le monde ne connaisse pas, j'aimerais que tu le présentes, s'il te plaît. Oui, effectivement. Kevin Fiala est âgé de 23 ans. Il a été repêché 11e au total lors de la première ronde en 2014 par les Prédateurs de Nashville. Cette saison, il a été le meilleur pointeur du Wild avec 23 buts, 31 passes, 54 points en 64 matchs. On sait, la saison dernière, il avait été échangé des Prédateurs au Wild du Minnesota en retour de Mikael Granlund, qui, lui, cette saison, comme les Prédateurs, une saison plutôt difficile. Je pense que Kevin Fiala, selon moi, il a obtenu une bonne saison. Pourquoi? Parce qu'il est très jeune et je pense que c'est cette saison qui va faire comme quand tu mets la clé dans le démarreur. C'est vraiment là que son auto va partir. C'est vraiment, je pense que sa carrière commence avec une bonne saison comme celle-là. Et je pense qu'il va continuer sur cette voie pour au moins plusieurs années à venir. Kevin Fiala est un très, très, très bon joueur de hockey, un bon sens de hockey. Selon moi, Kevin Fiala, c'est pas à cause des blessures. C'est établi comme le meilleur attaquant du Wild. On sait que le Wild a certains attaquants vieillissants, Zach Parisé, Eric Stahl, Matt Zuccarello qu'ils ont signé cette saison. Mais Kevin Fiala est vraiment dans les bons jeunes qui poussent. On sait que l'année prochaine, peut-être un Russe pourrait venir en Kirill Kaprizov. On entend un petit peu parler. Mais Kevin Fiala a vraiment eu de la place cette saison pour s'établir dans les bons pointeurs.
Même le meilleur pointeur du Wild, 54 points en 64 matchs. Pour un joueur que sa meilleure saison avant, c'était 48 points en 80 parties. C'est une nette augmentation. Kevin Fiala qui a vraiment surpris tout le monde. C'était vraiment le joueur le plus qui apportait de l'offensive. Il est très bon dans sa zone aussi. Vraiment, Kevin Fiala a obtenu une saison au-dessus des attentes et je crois qu'il va continuer sur cette voie. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Zach? Écoute, totalement. On le sait que le Wild n'a pas vraiment une attaque dévastatrice, mais on sait que c'est une organisation qui est beaucoup axée, comme un peu sur les Islanders. Écoute, beaucoup sur le collectif, beaucoup sur La les défensive. défensifs. Oui, le défensif, évidemment. Donc, pour moi, un joueur comme Kevin Fiala, à l'attaque, ça peut vraiment grandement aider le Wild, même si, écoute, il n'y a pas son point par match encore, mais peut-être que dans les années à venir, il va l'avoir. Peut-être qu'il va même dépasser ce stade. Puis moi, je trouve que c'est une belle perle que le Wild est allé chercher des Prédateurs de Nashville. Donc, je suis totalement d'accord avec toi. Je comprends totalement, dans le fond, pourquoi tu l'as mis dans cette liste-là. Et c'est ça. Donc, 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 si on récapitule un petit peu, Zach, tu nous as parlé de 3 déceptions cette saison, de Phil Kessel, de Jack Hughes et bien sûr de Alex Galchenyuk, qu'on connaît beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai parlé de 3 joueurs qui ont beaucoup surpris, hein, Kevin Fiala, Brian Ross et Andrei Burakovsky. Les séries éliminatoires, si qui arrivent à grands pas, pourraient peut-être causer encore quelques surprises, probablement des joueurs qui vont connaître des bonnes séries éliminatoires, mais l'an prochain, encore plusieurs surprises à venir, hein, beaucoup de déceptions à venir, c'est beaucoup ça la Ligue nationale, des surprises, des déceptions. Zach, as-tu un petit mot de la fin à nous parler, à nous dire? Écoute, ben moi j'espère en fait que les joueurs décevants que j'ai parlé, comme surtout Jack Hughes qui est encore jeune, j'espère vraiment qu'ils vont éclore l'année prochaine, ben qu'ils vont tout simplement j'aimerais plus les revoir dans ma liste de déception, j'aimerais les voir dans ma liste dans ta liste même de surprises. Donc écoute, il n'y a aucun joueur qui aimerait ça être dans la liste de déception. Puis je pense qu'ils veulent vraiment, il faut qu'ils veulent voyons, s'améliorer. C'est comme nous autres, quand on est dans le midget B, on veut toujours devenir dans le midget A. Hein? Tu sais, c'est la même affaire. Mais là, eux autres, c'est pareil pour eux autres. Ils veulent donner des bons joueurs dans la NHL. Ils veulent avoir un bon salaire aussi. Donc, pour moi, ces joueurs-là doivent s'améliorer. Puis, petit mot de la fin pour vous. Si vous avez des commentaires à nous distribuer, que ce soit sur YouTube ou Facebook, on est là, de toute manière. On est là pour répondre à vos questions. On est là aussi pour s'améliorer. Donc, si vous voulez nous dire, nous encourager, on est là aussi. Écoute, on prend tous les encouragements qu'on peut. Donc, merci de nous avoir écoutés aussi. On sait que James n'a pas été là dans cette capsule, première capsule qui n'est pas là. Des fois, il ne sera pas là, mais écoute, on sait que c'est la grosse star du monde du hockey. Mais on espère beaucoup que vous avez aimé quand même cette capsule. Donc, moi, je vous dis un gros au revoir et le confinement continue, mais à grands pas, on va aller sur du déconfinement et j'espère que vous allez très bien vous sentir d'ici. Donc, merci Odette aussi pour cette petite capsule. Ouais, merci à toi, Zach. Je vais terminer un petit peu. Effectivement, c'est ce qui conclut cette première capsule sans l'apport de notre gros joueur de centre, James Edorno. Non, je blague. C'est vraiment la première. C'était la première fois, oui, que James n'était pas présent. Je pense que moi et Zach, on a essayé de faire un bon travail, en tout cas, de vous divertir, de vous faire passer un beau mercredi jusqu'à vendredi ou en fin de semaine pour le podcast, jusqu'à la chronique Les Informateurs avec James et William. Amusez-vous, profitez du beau temps et de la fraîcheur à l'extérieur. Sinon, amusez-vous. N'oubliez pas de partager en grand nombre. Et je vous souhaite jusque-là, passez du bon temps et à la prochaine.